Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Dodge Charger de Dominique Toretto dans les films Fast and Furious. A la base, j'avais prévu de faire une intro sur l'évolution de la saga, comment cette série est passée de films de course de rue de voitures trafiquées à un hybride étrange entre James Bond, G.I. Joe et Mad Max. Et puis j'ai vu le 9 et j'ai pas vraiment aimé. Fast and Furious a toujours été un genre de plaisir coupable pour moi. Je sais que ce ne sont pas des grands films, mais il y a de l'action, des cascades, des explosions, bref tout un tas de trucs qui vous pètent à la gueule en permanence et qui rendent le tout vraiment impressionnant à défaut d'être bon. Donc je sais que ce ne sont pas les meilleurs films du monde, mais pour moi il y a un genre de côté satisfaisant à les regarder. Jusqu'à présent, le seul que j'avais pas aimé c'était Tokyo Drift, pour des raisons évidentes de film nul à chier. Mais le 9, j'ai pas aimé non plus. Alors c'est pas le côté what the fuck de ce 9ème opus qui m'a dérangé dans les autres épisodes de la saga, on a déjà vu des courses-poursuites improbables, des voitures sautées d'immeuble en immeuble, des voitures qui se battent contre des sous-marins ou des chars d'assaut, donc à ce niveau-là, rien de bien choquant. À part le coup de la voiture qui va dans l'espace et qui est récupérée par la station internationale. Là c'est peut-être un peu too much. Non, c'est le film de manière générale qui fonctionne pas pour moi, on passe sans arrêt d'une ville à l'autre, on a du mal à suivre le fil de l'histoire, on sait pas trop où le film veut nous emmener, puis on a cette manière étrange de filmer Vin Diesel toujours en contre-plongée qui fait des beaux discours sur la famille, sur Dieu, sur ses potes. On a le retour de Han également, alors ça j'ai pas vraiment compris. On a aussi le retour de Sean Boswell qu'on avait vu dans Tokyo Drift, alors là j'ai pas vraiment compris non plus l'utilité de faire revenir ce personnage là et j'ai pas vu l'utilité de faire revenir cet acteur là. J'ai pas non plus compris le délire shakespearien avec Vin Diesel en mode c'est toi mon grand frère que j'aimais tant qui est le méchant qui a tué notre père, et le grand frère en question qui lui répond mais non petit frère c'est plus compliqué que ça, c'est notre père qui m'a demandé de le tuer pour ne pas que la honte et le déshonneur ne s'abattent sur notre famille. On remarquera au passage l'excellent jeu d'acteur de John Cena, presque aussi bon que le mien. Il faut vraiment que Hollywood arrête de vouloir recycler les anciens catcheurs par pitié. J'ai l'impression que le film veut se donner des faux airs, comme s'il voulait se prendre trop au sérieux et qu'il avait oublié son rôle de divertissement grand public, certes un peu simple mais tellement efficace. Le plus gros problème pour moi, c'est que le côté what the fuck qu'on a l'habitude de voir dans la saga ne colle pas avec cette espèce de morale qu'essaye de distiller Toretto tout au long du film. C'est un peu comme si les Transformers voulaient recréer le cercle des poètes disparus. Ça n'a aucun sens. Bref, j'ai pas aimé Fast and Furious 9. Mais j'aime beaucoup cette voiture et comme je le disais, à part les épisodes 3 et 9, j'aime bien Fast and Furious, c'est mon petit plaisir coupable. Ceci étant dit, intéressons-nous maintenant un peu plus à la voiture. La Dodge Charger est une voiture de la marque américaine Dodge fabriquée par la compagnie Chrysler. Arrivée sur le marché en 1966, elle est toujours commercialisée sous le modèle de 8ème génération sorti en 2015. Rivale des Ford Mustang, Chevrolet Camaro et autres muscle cars, elle est aujourd'hui considérée comme un classique de l'automobile et une référence en ce qui concerne la performance. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est une Dodge Charger de 2ème génération, initialement sortie en 1968 et plus précisément le modèle 426 EMI Pack RT. En sortie d'usine, cette voiture proposait un V8 de 7 litres de cylindrée offrant 426 chevaux et avalant le 0 à 100 en 5 secondes 5. Alors 5 secondes 5 aujourd'hui avec ce que font les supercars ça peut paraître beaucoup, mais je vous rappelle que c'est une voiture qui est sortie il y a plus de 50 ans. Les plus anciens se rappelleront également que c'est une voiture qu'on peut retrouver dans la série Shérif Fais-moi peur, et petite anecdote intéressante, il faut savoir que 300 de ces bolides auront été sacrifiés en 6 ans de tournage, soit à peu près 2 voitures par épisode. Celle de Fast and Furious quant à elle date de 1970 et notre cher Dominique Toretto l'a héritée de son père. Lourdement modifiée surtout par l'ajout d'un énorme compresseur, notre belle du jour arrive à sortir 900 petits poneys de son solide V8 américain. Et il faut savoir que ça existe en vrai, c'est-à-dire que dans la vraie vie réelle, il existe des préparateurs qui arrivent à sortir 900 chevaux d'une voiture des années 70. Et tout ça aux roues arrière. Je vous laisse imaginer le potentiel de débilité du truc. Alors j'ai une affection particulière pour les muscle cars. La philosophie de ces voitures-là est assez différente de ce qu'on peut retrouver chez les constructeurs européens ou asiatiques. Beaucoup de grands constructeurs savent faire des voitures qui vont vite, la plupart de ces constructeurs vont faire des voitures luxueuses, raffinées, légères, aérodynamiques et ultra performantes. Pour les muscle cars, le délire est un tout petit peu différent. C'est plus simple, c'est moins raffiné et c'est surtout plus brutal. On met un énorme moteur, toute la puissance aux roues arrière pour aller le plus vite possible en ligne droite et taper des drifts de l'enfer. C'est simple, efficace, amusant, peut-être un peu débile, un peu comme les films en fait. On se retrouve maintenant en face de la boîte du set qui nous intéresse aujourd'hui, donc il s'agit du set 4211, la Dodge Charger de Dominique Toretto. Le set fait 1077 pièces. Au milieu, on va retrouver une grosse photo de la voiture une fois terminée. En bas, le blason Dodge et le blason, si je peux dire, Fast and Furious.
Pas grand chose de plus à dire sur cette face avant, en fait c'est du très classique chez Lego. Sur les tranches, rien d'intéressant à voir, et à l'arrière, toujours pareil comme d'habitude chez Lego, on va retrouver plusieurs visuels. Tout d'abord en haut ici un visuel de la vraie voiture, sur le côté on va retrouver un visuel de la photo de profil avec indiqué la taille qu'elle fait une fois montée, à savoir 39 cm. Une photo du coffre avec les fameuses bonbonnes de protoxyde d'azote qui permettent d'envoyer la voiture à des vitesses phénoménales. Une grosse photo du 3/4 arrière de la voiture. Ici nous allons retrouver le fameux V8 en action. Et pour terminer, une photo de la voiture qui cabre, puisque dans le film, notre cher Dominique Toretto fait cabrer sa voiture, à savoir que dans la vraie vie, c'est impossible. Alors, c'est pas impossible de faire cabrer une voiture, c'est juste impossible de faire cabrer celle-ci, en fait. Le moteur est pas suffisamment puissant et la voiture est pas suffisamment bien équipée, pas suffisamment bien préparée pour pouvoir le faire. Alors, si on ouvre ça maintenant... Donc, toujours du grand classique, les fameux sachets numérotés. Oh, tiens, une pièce comme ça. Ici, les pneus de la voiture. Alors c'est bizarre, j'ai fini la Porsche GT3 RS il n'y a pas longtemps. Et là, les pneus sont tout petits par rapport à la GT3. Ça fait assez bizarre de les avoir en main. On va mettre ça de côté. Ça pareil. Alors, le livret d'instructions. Donc toujours pareil, du grand classique. Au début, on voit à quoi vont nous servir les différents sachets. Ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet. Et pour finir, donc voilà, le livret fait 226 pages et la voiture sera terminée en 358 étapes. Et ensuite, voilà, quelques petits visuels de la voiture. On nous présente, c'est quoi ça? Ouais, ça doit être le système de suspension. Ici, la direction, donc il y aura une roue crantée à l'arrière qui permettra de faire tourner les roues de la voiture. Un gros visuel de la voiture, le capot et le coffre qui s'ouvrent, et le fameux levier qui permet de faire cabrer la voiture. Ensuite, ça j'aime bien, ils le font souvent, enfin je l'ai déjà vu dans plusieurs sets, et en fait on a les deux voitures, le modèle en technique et le vrai modèle, donc c'est cool de voir les deux côte à côte, je trouve ça intéressant. Et après très certainement un petit peu de publicité, ah bah tiens, publicité pour Dodge et pour Fast and Furious en fait, puisqu'on a les différentes voitures de Fast and Furious. Fast and Furious 1, 4, 5, 6, 7, 8, l'inventaire des pièces, et c'est fini, enfin c'est fini, on a fait le tour du livret, maintenant on va commencer le montage.
Petite pause en milieu de montage, je viens de finir la deuxième série de sachets sur les 4 que contient le set et j'ai pas mal de choses intéressantes à vous montrer. Je pense que les parties les plus techniques, si je peux dire, tout du moins les plus intéressantes sont terminées et on les verra mieux maintenant tant que la voiture est désossée sans la carrosserie tout autour. Comme je le disais en introduction de vidéo, ici on va retrouver la petite roue crantée qui va permettre de faire tourner les roues. Donc si on regarde dessus, en fait, voilà, on voit bien la colonne de direction et les roues qui tournent quand on fait tourner cette petite roue crantée. Bien évidemment, on va retrouver les suspensions à l'avant et à l'arrière. À l'avant de la voiture, on va retrouver le fameux V8 et les pistons mobiles qu'on aime bien chez Technic. Donc voilà, quand la voiture avance et qu'elle recule, on a les pistons qui bougent. Et dernière chose vraiment propre à cette voiture, ici on va avoir le levier pour faire cabrer la voiture. En actionnant ça, en bas on va avoir le support qui permet à la voiture de cabrer. Donc encore une fois chez Technic c'est super bien pensé, hein, c'est-à-dire que quand on l'actionne, voilà, on entend le petit clic, ça veut dire que c'est bloqué, donc là ça bougera pas, hein. Même si je mets la voiture comme ça, si j'appuie dessus, c'est verrouillé, ça bougera pas. Et chose intéressante, ici on va retrouver des petites roues, ce qui veut dire que même dans cette position-là, bon, on peut faire rouler la voiture. Alors après, est-ce que je suis trop grand pour jouer aux voitures? Très certainement. Est-ce que je suis trop grand pour faire des Lego? Non. Peut-être, mais j'aime bien. Voilà où on en est rendu pour l'instant. Donc comme je le disais, j'ai fait les séries de sachets 1 et 2, il reste les 3 et 4. Donc je pense qu'on en est rendu à peu près à la moitié. Là, il va vraiment nous rester l'extérieur de la voiture, la carrosserie, l'habillage à faire. Mais je trouvais intéressant de faire une pause maintenant parce que comme je le disais, je pense que c'est là qu'on verra mieux les différents points d'intérêt sur cette voiture. Sympathize with all
Ça y est, la voiture est terminée, voilà donc à quoi elle ressemble une fois finie. Comme je vous disais pendant que j'ai fait la pause à la fin du sachet 2, les sachets 3 et 4 en fait nous ont surtout permis de faire l'extérieur de la voiture et de l'habiller avec la carrosserie. Si on veut faire le tour de ce que nous auront permis de faire les sachets 3 et 4, on va avoir tout le côté de la voiture, que ce soit côté conducteur ou côté passager. On va retrouver la portière avec le siège, le volant. On aura également fait toute la face avant de la voiture, alors que je trouve particulièrement réussi, j'aime beaucoup la gueule de cette voiture. On aura fait le capot, on aura ajouté le compresseur aussi. Côté passager, alors pas besoin de passager, mais par contre on va retrouver un extincteur, ça peut toujours servir si Dominique fait n'importe quoi. Et pour finir, à l'arrière, on va retrouver les fameuses bonbonnes de noces. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la voiture. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve le modèle vraiment réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Concernant l'assemblage, alors sans être particulièrement compliqué, c'est pas le modèle de technique le plus simple que j'ai fait. Il n'y a rien de bien méchant, mais c'est vrai qu'à 2-3 moments dans le montage, en fait on se retrouve avec des pièces à devoir mettre dans des endroits un peu bizarres et pas forcément faciles d'accès. Mais après quoi qu'il arrive, on reste sur Lego, donc ça se fait bien. Pas grand chose de plus à vous dire sur ce modèle, je peux donc vous laisser là. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, vous pouvez commenter, aimer, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.